Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans la Batterie Podcast. Cet épisode est consacré à l'histoire des batteuses, des origines jusqu'aux années 90. Avant toute chose, je voudrais vous rappeler que j'ai écrit la rubrique Un peu d'histoire dans Batterie Batteur Magazine et que dans ce numéro, il y a également un dossier consacré aux arts visuels. C'est parti maintenant. When you're feeling low and you don't know what to do. When you're feeling low and you don't know what to do. Just stay in the groove, let nothing bother you. Alors les femmes et le tambour, c'est une vieille histoire, dont il faut chercher la source dans les religions anciennes, particulièrement celle du pourtour méditerranéen. Chez les Grecs, par exemple, on trouve entre autres Cybèle, une déesse qui traverse les mondes du vivant et de la mort, et qui est représentée jouant du tambour. Ces prêtresses recherchaient par la prise de substances psychotropes et le tambour des états de conscience modifiés leur permettant d'accéder à de soi-disant prophéties. Il y a aussi Dionysos, le célèbre dieu du vin, qui s'entourera quant à lui des non moins célèbres bacchantes, des joueuses de tambourin qui conduisaient les processions sacrées dans le but d'accéder à une transe collective. D'ailleurs, les carnavals de la fin de l'hiver, dont celui de Dunkerque en février, sont les descendants de ces fêtes sacrées. Tout cela sera aboli d'une part en raison d'un supposé satanisme et d'autre part avec l'arrivée d'un patriarcat sacerdotal. Mais comme je le disais dans l'épisode sur les instrumentistes, si les femmes sont chassées de la religion, et encore pas complètement, elles continueront à pratiquer, car en effet, la musique médiévale est marquée par la participation des femmes, qui pouvaient être jongleresses ou ménestrelles, et par la présence des musiciennes dans les cours royales. Avec les hommes, elles formeront d'ailleurs les premières corporations de musiciens et de musiciennes. Ces faits sont malheureusement souvent occultés, et dans les bions, on passe du Moyen-Âge mauvais au bon XXe siècle. La réalité historique est très différente et bien plus subtile, comme souvent. En tant que percussionniste et en Europe, on les retrouve dans les festivités locales, mais aussi, beaucoup plus rarement, gardes champêtres. Elles seront plus nombreuses dans les bals musettes ou les orchestres dits jazz en Europe à partir des années 20. En effet, de nombreux orchestres de l'entre-deux-guerres, notamment français, sont influencés par ce jazz amené par les Américains et qui a apporté la batterie avec lui. Les femmes ne sont alors pas en reste, elles sont nombreuses à jouer de cet instrument. Aux États-Unis, par contre, les femmes commencent à se faire remarquer dans les All Girls Orchestra, des big bands composés majoritairement ou exclusivement de musiciennes. On se souviendra notamment des International Suiters of Rhythm, formés en 1937, la première formation musicale américaine à accueillir des musiciennes sans distinction de couleur de peau. L'orchestre compte parmi ses membres une certaine Pauline Brady, malheureusement décédée en 1996, l'une des premières afro-américaines à jouer de la batterie. Et effectivement, le terme international, dans le nom du groupe International Sweethearts, fait référence aux différentes ethnies représentées dans le groupe, notamment des latines, asiatiques, caucasiennes, afro-américaines, etc. Anna Mae Winburn en devint la chef d'orchestre en 1941, après avoir démissionné de son ancien poste à la tête d'un groupe entièrement masculin, les Cotton Club Boys. And I want him for myself. I don't want that good treatment to go to nobody else. International Suiters of Rhythm a acquis une grande notoriété auprès du public afro-américain et ses représentations au Howard Theater de Washington établissent un record de 35 000 spectateurs. Tout au long des années 40, le groupe met en vedette certaines des meilleures musiciennes de l'époque et malgré le niveau et le talent de l'orchestre, ces femmes sont confrontées à la discrimination sexuelle et raciale. Et oui, comme le groupe comporte plusieurs ethnies, elles sont également confrontées aux lois Jim Crow du Sud, dont je vous ai déjà parlé dans l'épisode sur les instrumentistes. Et ainsi, lorsque le groupe se déplace dans la région, toutes les musiciennes mangent et dorment dans le bus en raison des lois qui les empêchent d'aller dans les restaurants et les hôtels. Quelques années auparavant, en 1934,
Phil Spitalny et sa femme Evelyn Kay montent un orchestre de 32 musiciennes, qui s'appelle The Hour of Charm Orchestra. La fabuleuse batteuse de cet orchestre, Mary McClanahan, accomplit l'exploit d'être sponsorisée par Gretsch. Elle figure ainsi dans une publicité publiée dans Metronome Magazine en 1939 et apparaît ensuite sur la couverture du catalogue de Gretsch en 1941 aux côtés de Joe Jones. Un tel succès dans le monde du jazz de l'époque est exceptionnel et a certainement exigé de Mary une détermination hors norme et un talent remarquable. Ses efforts, tout comme ceux de Pauline Brady, ont ouvert la voie pour les futures batteuses. En 1942, Mary McClanahan est remplacée par Viola Smith, déjà très connue. On la surnomme la batteuse la plus rapide du monde. Après la Seconde Guerre mondiale, elle publie un éditorial dans le magazine Downbeat intitulé « Give Girl Musicians a Break ». Elle y exhorte les orchestres à embaucher des musiciennes talentueuses pour combler les places laissées vacantes par les musiciens mobilisés. Viola Smith, qui a vécu fort longtemps puisqu'elle est décédée à l'âge de 107 ans en 2020, créera avec sa sœur Mildred son propre orchestre féminin, appelé The Coquettes. Elle jouera avec Chick Webb, Frank Sinatra, en plus d'être percussionniste au National Symphony Orchestra. I'd like you to meet our very charming little drummer, Viola Smith. Une autre figure marquante de cette époque est Dottie Dodgion. C'est une batteuse, mais qui débute en chantant avec Charlie Mingus et commence à jouer de la batterie en 1950. Elle accompagnera un nombre impressionnant de stars du jazz, parmi lesquels Benny Goodman, Eddie Gomez, Al Cohn, etc. Ces figures du jazz sont malgré tout soit rares, comme aux États-Unis, soit passent complètement inaperçues, comme les batteuses des orchestres de jazz musette en France. Cependant, elles n'ont pas dit leur dernier mot, et les choses vont évoluer dans les années 60 avec l'apparition de girl bands et de musiciennes renommées. C'est aussi dans les années 60 que les grandes marques commencent enfin à sponsoriser des femmes, même si elles restent rares. On notera Kitty Kelly, qui est endorsée par Gretsch et qui a parcouru les États-Unis pendant 20 ans avec son groupe Les Escorts, ou encore Mona Clarke, sponsorisée par Rogers en 62. Mais ce sont bien les groupes de rock féminins qui vont apporter un peu de notoriété aux batteuses. Ainsi, les Gingerbreads, formés en 62 à New York avec la batteuse Ginger Bianco, est un groupe de rock entièrement féminin qui a signé chez Decca en 63 et Atlantic en 64. Des majors donc, ce qui est une première pour un girl band, mais elles ne réaliseront que des singles et se sépareront en 68. Ginger Bianco, par contre, continuera sa carrière et créera en 72 Isis, un groupe exclusivement féminin lui aussi. Celui-ci sera signé chez une major et cette fois pour 2 albums. Autre groupe mémorable, The Pleasure Seekers. Alors pourquoi ce groupe est connu ? Eh bien, c'est un groupe américain qui a été formé autour des sœurs Quatro. Je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose, mais Quatro est le nom de Suzy Quatro, la bassiste, qui est une chanteuse et qui a été l'autrice du hit mondial Can the Can. Pour beaucoup, elle fut d'ailleurs la première occasion de voir une rockeuse leader de son propre groupe. Un groupe composé uniquement d'hommes. And your boyfriend's name is Eagle, and he lives up in the sky.
Ensuite, ce groupe est connu car la batteuse Darlene Arnon, la seconde batteuse du combo en réalité, qui était surnommée Thumper, c'est-à-dire la bruiteuse, est la première batteuse à avoir été endorsée par Slingerland. Les Pleasure Seekers ont signé elles aussi en 68 sur une major, sur Mercury, pour des singles encore, comme pour les Gingerbreads, car il faudra attendre Fanny pour voir un premier groupe féminin publier un album chez une major, et ce, en 1970. En Fanny, ce groupe a été fondé par les sœurs Millington, originaires des Philippines, en 1969. Alice de Bure en est la seconde batteuse et a enregistré avec le groupe 4 albums chez Reprise Records, une filiale de Warner. Le rock de Fanny, autant inspiré par la pop britannique que par la soul américaine, a séduit de nombreux fans. Elles ont ainsi joué en première partie des Kinks, de Slade, de Procol Harum, etc. Après la dissolution du groupe en 1975, les sœurs Millington ont fini par former bien longtemps après un groupe dérivé, appelé Fanny Walk the Earth, en 2018. Mais Alice de Bure, elle, avait définitivement raccroché les fûts. Cette reformation a permis en 2021 la sortie d'un film documentaire sur le groupe, dont voici le trailer. I had no idea who they were, but this 4 minutes worth of music, I was like hooked. The queens of rock and roll, Fanny. Take care of yourself. This is your story. Fanny is iconic, truly before their time. Men coveted rock and roll, that was theirs. This is a girl with an instrument on. So, okay, this is a game changer. Fanny was the first all-woman rock band that could really play and really get some credibility within the musician community. So we broke through that barrier, and it wasn't through talking. We just fucking did it. There was so much pressure all the time. I mean, you have to remember how young we were and how scared we were, really. We're brown and nobody knows where the Philippines is. And many times when I felt worthless and challenged. It was hard. Being gay was still a disease. You could not be a lesbian in Fanny. They're like my sisters. I've known them since I was 16. Being in a rock band gave us a place to belong. We were all different together. They made 5 records. You know, the Go-Go's get a lot of attention for what we did, and we only made 3 records. They didn't have that #1 hit in the platinum records that the other bands had, but those other bands wouldn't have had those platinum records if Fanny didn't open the door. It's always the ones that started that get fucked. Let's go back to where it all began. 17, then we started a band. If I had many lines in my face as Keith Richards, I don't know that we would have been offered a record deal. On the road, girls on the go. Doing what we knew was gonna save our souls. Rocking is a metaphor. When you fail, you pick yourself back up again. They were considered badass, and they still are. My big joke with my friends now, maybe I'll be famous when I'm 80. En dehors de ces groupes, on remarquera la performance de Anne Honey Lantry, la batteuse des Honeycombs, l'une des rares, si ce n'est la seule batteuse d'un groupe d'hommes. Actifs entre 63 et 67, les Honeycombs n'ont enregistré que quelques 45 tours. Puis viendra ensuite la batteuse la plus connue de l'époque, car c'était aussi une chanteuse, et qu'elle faisait partie d'un duo pop, donc avec beaucoup de visibilité par rapport au rock. Je veux parler de Karen Carpenter. En 69, Karen et Richard Carpenter, frères et sœurs, signent avec IAM Records et sortent leur premier album, Offering. Mais c'est le second, Close to You, qui propulse la carrière de leur duo, appelé logiquement The Carpenters.
Une carrière énorme, puisqu'ils vendront 100 millions d'albums en 14 ans d'existence. Initialement batteuse et chanteuse, Karen est progressivement mise en avant comme vocaliste principale à partir de 1973. Carla Major estime que du fait de sa petite taille, il est difficile pour le public de l'apercevoir derrière ses fûts. Et puis, malgré son talent reconnu comme batteuse, notamment par Buddy Rich, elle ne joue pas sur les albums des Carpenters, sauf sur le premier. Car c'est en effet le célèbre batteur de studio Al Blaine qui prend sa place, sûrement choisi par la production. En 1979, alors que son frère Richard se débat avec sa dépendance au barbiturique, Karen enregistre un album solo. Un album mal perçu par le label, qui restera inédit jusqu'en 1996, ce qui en fera malheureusement un album posthume. More and more furniture kept leaving the house as more and more drums kept moving in. Musicalement, on peut dire que c'est Moe Tucker qui a fait la jonction entre le rock des années 60 et le metal et le punk des 80s pour les batteuses en tous les cas. Ainsi, on connaît Moe Tucker comme celle qui a tenu les baguettes du Velvet Underground, mais si après la dissolution du groupe au début des années 70, elle s'est consacrée à sa famille, elle est revenue à la musique dans les années 80, a sorti 4 albums studio, a participé à des collaborations comme musicienne de session, et en 96, elle a été intronisée au Rock and Roll Hall of Fame avec le Velvet Underground. Son style de jeu, vous le savez sûrement, était peu conventionnel. Elle jouait debout avec un kit minimaliste composé de tomes, d'une caisse claire et d'une grosse caisse, qu'elle jouait avec des maillotches, et elle utilisait rarement les cymbales puisqu'elle estimait qu'elles masquaient les autres instruments. Tucker a influencé un grand nombre de batteurs et de batteuses, notamment Terosa Nervosa des Buttle Surfers ou encore Meg White. Après cette vague de pop et de rock viendra assez vite le punk, et on peut dire que Paloma Romero en est l'un des précurseurs. Paloma est une batteuse espagnole qui a décidé un jour de tenter sa chance à Londres, et elle emménage là-bas avec un certain John Graham Maylor, qui est un guitariste. On est alors en pleine vague punk, et Maylor rejoint un groupe appelé les Clash et change alors son nom pour Joe Strummer. C'est d'ailleurs le bassiste des Clash, Paul Simonon, qui appellera Paloma Romero Palmolive, nom qu'elle adoptera ensuite comme pseudo. Car elle va bientôt former The Slits, l'un des premiers groupes punk féminins, et celui-ci à peine formé va jouer avec les Clash, les Pistols, les Buzzcocks. Enfin bref, avec de nombreux groupes de la scène punk de l'époque. En 1978, les tensions avec les autres membres du groupe et leur manager, Malcolm McLaren, qui est aussi, vous le savez, celui des Pistols, conduit au départ de Palmolive.
Et bien que beaucoup de ses chansons apparaissent en 79 dans le premier album, ce sera Budgie, le futur batteur de Siouxsie and the Banshees, qui officiera à sa place. Palmolive rejoint alors un autre groupe punk féminin, les Raincoats, en 79, avec qui elle enregistre un seul album et qu'elle quitte 6 mois après. Elle démarre ensuite une toute autre vie, beaucoup plus spirituelle. Un parcours totalement différent de celui des batteuses plus rock, souvent rattachées à un seul groupe, Sheila E. s'inscrit dans une carrière riche en rencontres et emplois, à l'instar de Cindy Blackman. Ce n'est pas un hasard si en 2023, elle a eu son étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Elle est, on le sait, la fille de Pete Escovedo, célèbre percussionniste, notamment de Carlos Santana. Spécialiste des rythmes funk, jazz, latino, c'est avec Prince que sa carrière a explosé, puisqu'elle joue sur Purple Rain et Sign of the Times. Parmi ses autres collaborations en tant que batteuse et percussionniste, on peut citer encore Ringo Starr, George Duke, Gloria Estefan, Herbie Hancock. On va écouter le tube le plus connu de Sheila E., qui est The Glamorous Life, écrit par Prince évidemment. Un autre parcours plus jazz, c'est celui de Terry Lyne Carrington. Enfant prodige, car à 11 ans, elle obtient une bourse du Berklee College of Music et qu'elle a ensuite été sponsorisée par Slingerland en 1976. À 17 ans, elle enregistre son premier album. Puis elle accompagne très vite des artistes tels que Stan Getz ou Cassandra Wilson, tout en explorant divers styles musicaux, du jazz traditionnel à l'avant-garde, en passant par le funk et le rock. En tant que leader, elle va se distinguer avec des albums comme The Mosaic Project, dont le personnel est exclusivement féminin et qui sera récompensé d'un Grammy, et également avec l'album Money Jungle, pour lequel elle sera la première femme à remporter le Grammy Award du meilleur album de jazz instrumental. Elle lance en 2019 Social Science, un projet qui mêle jazz, hip-hop et R&B pour aborder des thématiques sociales et politiques, ce qui fera d'elle une figure incontournable et engagée du jazz contemporain. Si Terry Lyne Carrington est une enfant prodige, c'est aussi le cas de Cindy Blackman, qui est née dans une famille de musiciens. Blackman, vous le savez, a enregistré de nombreux albums de jazz à son nom et a joué avec des personnalités telles que Pharoah Sanders, Ron Carter, Cassandra Wilson, Bill Laswell, Lenny Kravitz, etc., etc. Elle s'inscrit donc dans une lignée de musiciennes. Sa mère était violoniste et sa grand-mère pianiste classique. C'est une figure rare dans le monde du jazz en tant que percussionniste.
et elle déplore que les femmes soient trop souvent cantonnées à un nombre limité d'instruments. Car pour Cindy Blackman, la musique n'a rien à voir avec la question du genre. Elle joue de la batterie parce qu'elle aime profondément la musique. Et selon elle, cette passion devrait être la seule chose qui compte. Les différences physiques, les différences de croyances ou d'opinion n'ont à ses yeux aucune place dans cet univers. On l'a vu, l'histoire des batteuses n'est pas une histoire facile. Elles ont dû faire face à de nombreux préjugés, dont ceux liés à l'histoire de la batterie. On l'a vu dans l'épisode sur les blagues de batteurs. Il semble néanmoins que ces difficultés sont moins grandes lorsqu'il s'agit de structures underground et indépendantes. Mo Tucker ira jusqu'à déclarer qu'elle n'a jamais eu la moindre difficulté à se faire accepter en tant que batteuse du Velvet. A contrario, Cindy Blackman a fait part de discrimination à son encontre, aussi bien raciale que sexiste, mais, et c'est plus étonnant, musicale, lorsqu'elle est passée d'un style à un autre.
Alors on va terminer ce panorama des batteuses emblématiques par 2 courtes bios qui ouvriront le chemin pour le rock d'aujourd'hui, comme Blackman ou Carrington l'ont fait pour le jazz contemporain. Alors en quelques mots, je vais vous parler de Sandy West, qui est une musicienne américaine née en 59. Et en 75, à 16 ans donc, par l'intermédiaire d'un producteur, elle rencontre la guitariste Joan Jett, qui sera plus tard célèbre pour sa reprise de I Love Rock'n'Roll. Et elles fondent ensemble les Runaways. Après 4 albums et autant d'années de tournée dans le monde, les Runaways se séparent. Sandy fait alors ce qu'elle peut pour continuer sa carrière, en tant que musicienne professionnelle, mais ne parvenant pas à vivre de sa musique, elle travaille en dehors de ce secteur, ce que beaucoup ont dû faire, comme moi d'ailleurs, et elle avouera plus tard lors d'une interview que ces jobs n'étaient pas tous respectables. Sandy West est décédée en 2006. Une batteuse plus engagée, c'est Toby Vale, qui a officié dans un très grand nombre de groupes, mais reste néanmoins plus connue pour son rôle de batteuse-chanteuse au sein des Bikini Kill, l'un des groupes instigateurs du mouvement punk rock féministe et figure de proue du mouvement Riot Girl. Ce mouvement encouragea les filles à créer leur propre groupe, ainsi que leurs propres médias et leurs propres maisons de production. Bref, à être aussi indépendantes que leurs homologues masculins. On va se quitter avec un beau solo de Carrington et on se donne rendez-vous dans une quinzaine de jours avec la première interview de la Batterie Podcast. À bientôt.